bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Merci, un grand merci de m'avoir invité parce que j'ai eu le privilège hier de participer, ça a été dit, donc à la journée au CNFPT de Pantin. Journée, donc le matin c'était des exposés et l'après-midi des ateliers. Donc je vais vous restituer la teneur, enfin la synthèse de ces ateliers. Mais je tenais à dire que ça a été évoqué tout à l'heure, qu'avant les ateliers, il y a eu un repas qui était, comment je pourrais dire, épatant, comme aurait dit Johnny, non, Jean d'Ormesson plutôt, je crois, hein, épatant, et vraiment, hein, qui était donc réalisé par une dizaine de salariés, enfin de cuisiniers de restauration commerciale, qui ont travaillé sur des produits bio et des produits locaux, et vraiment c'était bien coaché évidemment par l'association Les Pieds dans le Plat, qui je crois fait prévu le repas de ce midi. Donc vous allez voir, mais c'était vraiment, ça montre qu'on peut vraiment faire des choses absolument extraordinaires, et puis on reparlera des cuisiniers dans quelques instants. Alors il y avait un atelier par exemple qui s'est intéressé aux nouvelles attentes du consommateur. Alors ça tombe bien parce que moi dans mon travail d'agronome et de sociologue de l'alimentation, je m'intéresse beaucoup aux attentes des consommateurs, là vraiment le pluriel est de rigueur aujourd'hui, et aux attentes que l'on qualifie d'émergentes. Il y a une initiative qui a été présentée, que je trouvais vraiment intéressante, intitulée « Un repas pour ma planète », donc présenté par Coquelicot. Donc c'est un repas qui est organisé, enfin qui est proposé 2 fois par mois, et qui est un repas sans viande, sans poisson, avec des légumes secs, etc. Je crois que ça, c'était quelque chose qui aurait été absolument impensable il y a 10 ans. Les parents seraient montés au créneau pour dire comment ça, pas de viande dans l'assiette de nos enfants, ou à minima auraient réclamé une baisse du prix. Hein. Et donc aujourd'hui, ça passe bien, et ça montre quoi? Eh bien, ça montre ce qu'Éric Play a indiqué il y a quelques instants, qui est l'évolution des attentes de la société, on peut même dire une pression de la société pour faire bouger les choses, et donc c'est évidemment pas important, mais nécessaire de répondre à ces attentes de la société. Et c'est intéressant de voir, par exemple, vis-à-vis de la viande, mais on va parler du bio, du local, de tout ça dans quelques instants, que là encore, hein, ce qui me frappe, c'est quand même la rapidité des évolutions. La viande, elle l'est encore aujourd'hui, mais c'est vraiment emblématique de notre culture gastronomique française. Hein. Et donc, encore une fois, il y a 10 ou 15 ans, ça aurait été complètement impensable d'imaginer ce type de repas pour la planète. Ce que l'on voit se dessiner aussi au travers de ces nouvelles formes d'alimentation, c'est ce que j'appelle une nouvelle éthique de l'alimentation, qui est d'une part une éthique de la responsabilité, mais aussi une éthique de l'animal, une éthique du corps, de la santé, une éthique de la nature. Alors une éthique de la responsabilité, ça veut dire que de plus en plus, et c'est bien le sens un repas pour ma planète, de plus en plus de nos concitoyens eh bien, sont convaincus que la manière dont ils mangent, que le contenu de leur assiette a un impact sur l'environnement. Mais aussi, on voit de plus en plus de gens sensibles à cela, c'est pas tout le monde bien sûr, mais sensibles à la dimension locale des produits, avant tout, je le disais hier, comme moyen d'aider des producteurs locaux, enfin des producteurs de proximité à se maintenir, à vivre de leur métier. Et ça, ce n'était pas vraiment une préoccupation des consommateurs il y a encore quelques années. Donc ça, c'est assez... je trouve assez intéressant. Voilà, cette responsabilité, je me préoccupe de l'impact de mon assiette sur, pas pour moi, mais pour les générations futures. Oui, encore que, quand on parle de générations futures, moi je tiens à vous dire que dans ce domaine, je suis marxiste. Enfin, je parle du marxisme de Groucho Marx, hein, bien évidemment, hein, le comique, qui disait « Mais pourquoi voulez-vous que je me préoccupe des générations futures? Qu'est-ce qu'elles ont fait pour moi ?» C'est vrai. En tout cas, il y a cette éthique de la responsabilité qui montre bien qu'il y a de nouvelles sensibilités qui émergent, et puis, donc je vous disais, de la nature, du corps, de la santé, etc., de l'animal. Il y a eu aussi le témoignage d'une personne dans cet même atelier, membre d'un collectif de parents, au Lilas, je crois. Le collectif s'intitule « Pas d'usine dans mon assiette ». Ça aussi, c'est un phénomène qui est un petit peu nouveau, en tout cas sous cette forme-là. Hein, donc, cette personne parlait de démocratie participative, et on voit que la démocratie participative, elle s'habite dans la cuisine, et donc de plus en plus de parents qui ont une exigence, alors c'est les mots qui ont été prononcés hier, de transparence totale, ce qui a suscité des débats. Les professionnels disant, mais
attendez, si vous nous demandez une transparence totale sur ce que l'on fait dans les cuisines, vous voulez nos fiches techniques, etc., est-ce que quelque part, ça ne veut pas dire que vous ne nous faites pas confiance? Ça, c'est vraiment une question qui est intéressante. Et moi, je pense que, j'indiquais ça hier, mais que plutôt que de parler de transparence totale, qui à mon avis n'a pas vraiment de sens, aucune entreprise, aucun exploitant agricole n'ouvre ses portes 24 heures sur 24 à tout le monde, aux journalistes, au grand public. Non, parlons plutôt de sincérité. Hein. Bon, on vous dit ce que l'on fait, et ce qu'on vous dit est vrai. Vous pouvez venir le vérifier. Mais on ne va pas forcément vous raconter des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt et qui, parfois, à tort, pourraient vous alarmer sans raison. Donc c'est une notion intéressante. Par contre, évidemment, la co-construction, je crois que le mot a été prononcé tout à l'heure, vous avez dû le dire, enfin c'est absolument essentiel aujourd'hui de co-construire avec les usagers, avec les parents d'élèves, et puis demander aussi l'avis des enfants, ce qui n'est pas inintéressant. Et alors puisqu'on parle de cuisine, évidemment il a été question dans les différents ateliers, enfin dans quelques-uns en tout cas, des cuisiniers. Et là encore, ça a été évoqué tout à l'heure, dans plusieurs ateliers a été exprimé, disons le fort besoin de reconnaissance. On a dit les cuisiniers ne sont pas, ou pas assez peut-être, associés aux achats de matériel, aux achats des produits alimentaires qu'ils vont, eux, travailler. Donc avec des risques, bien sûr, de frustration, de démotivation. Le constat a été fait, en tout cas dans certaines cuisines, d'une dévalorisation, d'une déqualification du métier de cuisinier, d'un besoin de cuisiniers vraiment qualifiés, qui ont fait une école de cuisine, un CAP de cuisinier, qui soient formés tout au long de leur vie, etc., et que l'on valorise également en leur permettant de participer à des événements, des prestations de traiteurs, des ateliers de cuisine, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui est assez central, cette reconnaissance du métier de cuisinier, d'autant plus qu'il y a l'envie, ça a été exprimé hier aussi, chez de nombreux cuisiniers, finalement, de se réapproprier leur métier. Et notre métier, c'est quoi? C'est de travailler des produits bruts, des produits frais, des produits de saison. Et là, on se dit, mais le bio, le local, les légumeries, tout ça, mais c'est une chance, c'est une porte d'entrée, c'est une opportunité pour permettre aux cuisiniers finalement de retrouver le métier pour lequel, à l'origine, ils ont été formés. Donc là, on voit bien que ça peut réenclencher un cercle vertueux, cette alimentation plus proche du territoire, plus locale, bio, etc. Ce qui a été évoqué également, on est toujours là chez les cuisiniers finalement, c'est le lien, la notion du lien qui me paraît essentielle entre les cuisiniers, les jeunes convives, les enfants, leurs parents, et puis également les producteurs agricoles, au travers de visites. On visite les coulisses de la cuisine, de rencontres. Tout ça, c'est une dimension humaine qui est absolument capitale. Donc il n'y a pas que le repas au sens strict, mais il y a également tout l'environnement du repas et cette création de liens qui est tout à fait essentiel et nécessaire aujourd'hui. Donc ce qui est nécessaire et essentiel, c'est bien sûr la qualité du repas, c'est le goût qu'il ne faut absolument pas oublier. Tout à l'heure, je vous parlais des nouvelles attentes du mangeur, le local, le bio, enfin la naturalité, puis il y a les anciennes attentes qui n'ont pas disparu, et notamment celle du goût. Les enquêtes montrent bien que le goût reste un critère essentiel dans notre culture alimentaire française, critère essentiel d'appréciation d'un repas. Et pour les enfants, c'est encore plus important. Les recherches en comportement alimentaire des enfants montrent que l'enfant accepte ou refuse de manger sur un seul critère, qui est celui du plaisir. Il n'y a pas d'autres critères. Les adultes peuvent se dire, je vais manger des légumes, j'aime pas trop ça, mais c'est bon pour ma santé, ça me permettra de rester mince, etc., etc. Non, l'enfant, ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas. Alors, le plaisir, il est à 3 niveaux chez l'enfant. Il est d'abord le plaisir sensoriel, organoleptique, comme on dit. Donc, il faut que ça soit bon dans l'assiette, c'est basique, mais il faut rappeler cet aspect-là. C'est aussi le plaisir partagé, donc c'est l'environnement du repas, comment ça se passe. Et on sait qu'un enfant qui n'aime pas les légumes, quand il est avec des copains qui mangent des légumes, ça l'aide vraiment. Ce sont des études qui ont montré ça, à manger des légumes. Et puis il y a une dimension de l'alimentation qui est capitale, qui est la dimension symbolique. Si je parle des légumes parce que c'est souvent ça que les enfants ne mangent pas, si j'ai, au travers de mes parents ou des gens qui sont à l'école d'ailleurs, des animateurs de cantine par exemple, si je sens que les légumes ne sont pas valorisés, que les adultes les mangent en faisant la tête, je ne vais pas accorder aux légumes une valeur positive. Et c'est très important, cette question des valeurs, et notamment des valeurs immatérielles que l'on donne à l'aliment.
Alors, il y a la question du goût, il y a aussi la question du coût qui a été évoquée, du coût de la qualité, mais on se rend compte finalement que la qualité n'est pas toujours aussi coûteuse qu'on le dit, et parfois c'est un investissement personnel, un engagement des équipes de cuisine pour mieux présenter les aliments, pour échanger avec les jeunes convives. Alors moi j'ai vu des chefs faire ça, qui passaient, comme dans les restaurants étoilés, après les repas, entre les tables, et qui demandaient aux enfants, et les enfants les connaissent, enfin, c'est tout bête, mais c'est extrêmement important. Donc on amène de la qualité, aussi une qualité immatérielle, humaine, qui ne coûte rien, sinon évidemment le temps qu'on y passe, mais c'est vraiment payé de retour. Et puis parfois, vous le savez probablement, alors ça je ne sais pas où vous en êtes les uns et les autres là-dessus, mais il y a quand même beaucoup d'expériences qui montrent que la lutte contre le gaspillage alimentaire est un formidable générateur d'économies qu'on peut réinjecter dans des produits qui sont plus coûteux, parce qu'ils sont de meilleure qualité, donc c'est normal qu'ils coûtent plus cher. Voilà, donc c'est... Bon, j'ai sans doute, sûrement, oublié des choses qui ont été dites. En tout cas, c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Alors, je vais conclure. Ce qui me paraît tout à fait important, enfin, ce que je trouve, c'est que le repas à la cantine, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Enfin, je dis à la cantine, pardon, au restaurant scolaire. C'est un lieu vraiment privilégié, à côté, bien sûr, de la famille, de ce que peuvent faire les enseignants. Un lieu privilégié pour faire acquérir une vraie culture du bien manger. Là, je ne parle pas du tout d'éducation nutritionnelle, ça n'a rien à voir, mais une culture du bien manger, voilà, avec des produits qui sont bons, qui sont des produits agriculturels, comme on a l'habitude de dire, etc. Et ça, c'est évidemment, ça nécessite d'accorder de l'intérêt et de l'importance au temps du repas, à l'environnement du repas. Dans certaines écoles, pas beaucoup sans doute, on a appris aux enfants à faire quelques minutes avant de manger de méditation de pleine conscience. Vous savez, vous avez entendu parler de ça. Et du coup, les enfants sont présents à ce qu'ils font. L'acte alimentaire est revalorisé. On est attentif à ce que l'on mange et on peut aussi penser aux gens qui ont préparé le repas. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On redonne de la valeur aux aliments. Et ça, vous l'avez dit hier, mais moi j'ai travaillé sur la question du gaspillage alimentaire. Finalement, qu'est-ce qu'on gaspille? On gaspille les denrées auxquelles on accorde peu de valeur. C'est précisément ce qui s'est passé avec l'alimentation, qui depuis 50 ou 60 ans, du fait des mutations du système alimentaire, de l'évolution des modes de vie, de l'accélération des rythmes de vie, eh bien, l'acte alimentaire et les aliments ont perdu leur valeur au pluriel, leur valeur monétaire, leur valeur symbolique, leur valeur sociale, leur valeur humaine, leur valeur identitaire. Je ne sais pas quelle est l'identité de ce que j'ai dans mon assiette quand je mange des produits, voilà, des produits qui n'ont pas une valeur culturelle. Donc, culture alimentaire, culture du bien manger, le repas à la cantine, ça peut être vraiment quelque chose de très important, à condition qu'on donne du temps, qu'on crée l'environnement, qu'il y ait des produits adaptés, bien sûr. Et donc, quand on redonne et ça permet donc de redonner de la valeur aux aliments, à l'acte alimentaire, mais aussi aux cuisiniers, au personnel de service, aux animateurs de cantine. Je crois beaucoup vraiment à cette dimension immatérielle et cette valeur humaine de l'alimentation. Donc, donner du plaisir, du goût, oui, c'est un critère absolument essentiel, mais je pense qu'il faut aller au-delà du simple goût et prendre vraiment le repas dans son environnement et l'aliment dans toutes ses dimensions. Donc finalement, je vais terminer, parce que je pense que c'est le moment de terminer. Voilà, je répète ce que j'ai dit hier, c'est une petite chose très simple dont je ne sais plus quel est l'auteur, mais je crois que c'est le professeur Trémolière, un professeur de nutrition, mais décédé dans les années 70, qui dit finalement, l'acte alimentaire, c'est 3 fonctions. Nourrir, réjouir et réunir. C'est vraiment facile à se dire. Hein. Nourrir, oui, bien sûr, hein, c'est la première chose. L'alimentation apporte de l'énergie sous forme de calories, apporte des nutriments. Mais c'est pas que ça, évidemment, que l'acte alimentaire ne se réduit pas à ça. Et vraiment pas dans notre culture alimentaire française. Réjouir, c'est toute la dimension du plaisir sensoriel, du bon goût des aliments, mais aussi de leur couleur, de leur forme, des arômes et tout ce que vous voulez. Et puis, réjouir, c'est aussi, et réunir, évidemment, c'est cette dimension partage.
Voilà, donc en tout cas ce que j'ai retenu dans les grandes lignes des ateliers d'hier, ce qui m'a paru intéressant et qui montre vraiment que, je crois, hein, qu'on est à un tournant, qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau. Cette volonté des consommateurs, des mangeurs, comme nous disons en sociologie, de reprendre le contrôle sur leur alimentation. Et donc ça, évidemment, c'est absolument super cette reprise du contrôle sur l'alimentation, cette volonté, ce désir, et que ça se fasse dans la, comme je vous l'ai dit, vraiment dans la co-construction, pour le plus grand voilà, plaisir des enfants, de nos enfants. Voilà, merci beaucoup.